On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Au lendemain de cette élection, on vous présente nos représentants dans la région. Dans quelques instants, on reçoit la nouvelle députée d'Iberville, Audrey Bogmans. Mais d'abord, lui, il est le député réélu de Saint-Jean, Louis Lemieux. Alors donc, c'est sans surprise que la coalition Avenir Québec a regagné un mandat majoritaire et c'est donc sans surprise que la Montérégie, presque au grand complet, a voté pour la CAQ et notamment ici dans la région et dans le comté de Saint-Jean où le député sortant, Louis Lemieux, a remporté la mise avec 50,7 %. Ça lui confère une majorité de 13 400 voix et quelques. Il est avec nous. Bonjour et bienvenue. Salut, Éric. Félicitations. Merci. Parti québécois arrive deuxième à 19 Québec solidaire 15 Parti conservateur 8 et les libéraux à 6 Voilà. Ça vous donne à peu près le topo, mais il y a beaucoup de comtés en Montérégie où ça ressemble à peu près à ça. Oui. Les majorités ont été bonnes un peu partout. Moi, pas que les autres comptaient pas, mais moi, j'avais eu une petite majorité la dernière fois, alors je travaillais très fort. Mais c'était contre le député sortant, Dave Turcotte, qui avait un fonds de commerce quand même important. Voilà. Plus qu'ailleurs. Mais j'avais eu 3000 quelques voix, mais effectivement, c'était beaucoup plus serré la dernière fois. C'est une drôle de question, mais êtes-vous surpris d'être élu? Maintenant, les partis politiques ont quand même des outils. Quand on fait du pointage, c'est pas juste pour s'exciter, là, c'est parce que ça nous sert à évaluer. Avec 25 de sorties de vote au bureau de vote par anticipation, on avait déjà des indications qui nous mettaient en confiance. Donc, vous auriez été surpris de ne pas être élu? Déçu. Oui, évidemment, mais... Mais jusqu'à la dernière minute, on est quand même... Tu sais, on se dit des fois, on va se garder une petite gêne. Non, on se garde une grosse gêne. Mais en même temps, c'est pas un peu troublant dans une élection où on dit ils vont être élus, ils vont être majoritaires, qu'est-ce que ça donne d'aller voter? Mais là, tu te dis, à un moment donné, si tout le monde se dit ça... C'était ça le défi. Le parti va être dans le trouble. Voilà, c'était ça le défi. J'ai pas arrêté de répéter que les sondages sont bons, les sondages, ça vote pas, alors il faut aller voter. Ça, c'était mon cri de ralliement à moi, mais effectivement, moi, c'était pas ma crainte, mais c'était mon analyse de problèmes potentiels, mettons. Mais... Non, le vote est bien sorti. Malheureusement, on a baissé un petit peu, là. On va voir les chiffres parce que ça bouge encore un petit peu, mais on est à 66 ici, 63 au Québec, si j'ai bien vu. C'est quand même 5 de moins que la dernière fois. Là. En gros, là, ce que moi j'ai entendu dans la dernière semaine, ça se résume à peu de choses. Je parle d'ici, là. Je parle pas ailleurs au Québec, dans un comté comme Saint-Jean-Iberville, comté majoritairement francophone, où je sentais que l'électorat vacillait entre la CAQ et le PQ, parce que Plamondon a fait une bonne campagne, parce que c'est pas loin des valeurs du monde. Mais le monde disait, mais au final, on vote pour un gouvernement. Ils ont fait quand même une bonne job durant la pandémie. Puis en même temps, ils n'ont peut-être pas eu le temps de tout faire ce qu'il y avait à faire, parce que pendant 2 ans sur 4, ils n'ont pas eu à gérer le gouvernement de façon normale. En gros, là, c'est ça que j'ai entendu. De là, le slogan. Bon. C'est simple de même, là. Parce qu'en même temps, les gens trouvaient aussi que ça n'a pas été votre meilleure campagne. Non. En fait, on parle de la campagne nationale. Moi, je trouvais que la publicité était extraordinaire, mais ça, c'est parce que... le premier ministre disait là, que j'en avais 4 sur le dos, fait que ça se peut que des fois, je n'étais pas de bonne humeur. Et il n'avait jamais fait de défensive, M. Legault. Ça. Hein? Il avait jamais plus impatient à la défensive. Parce qu'à la ligne bleue, tu peux aller compter des buts, mais c'est plus rare. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette élection? Parce que là, on voit, vous avez grosso modo 90 députés. L'opposition officielle, c'est les libéraux, mais en gros, qui représentent le Québec anglo-saxon fortement. Parti québécois a 15 des votes ou à peu près, mais 3 sièges. Québec solidaire. Les conservateurs ont 13 mais ils n'ont pas un siège. Bref, on trouve, et là, ça revient aux 4 ans, vous allez me dire, mais là, le mode de scrutin, il revient encore à l'avant-plan. Mais pendant la campagne, on en a parlé pour dire que si on ne l'avait pas adopté, la loi sur le changement, la réforme du mode de scrutin, c'était, bon, vous allez dire que la pandémie est le dos large, mais on avait d'autres choses à fouetter pendant la pandémie. Et n'oubliez pas, la réforme du mode de scrutin, le projet de loi qu'on avait déposé, avec lequel j'étais d'accord, pour lequel j'aurais voté, était pour avoir un référendum au moment du scrutin d'hier pour se dire, la prochaine fois, on ferait ça comme ça. Bon, on n'a pas eu le temps de faire le débat, on n'a pas eu le temps d'adopter le projet de loi, mais on a eu le temps pendant la campagne de poser la question à M. Legault. Il a répondu à chaque fois, on n'est pas là. Peut-être que c'est une bonne idée, on avait un projet de loi, on ne trouvait pas que c'était une mauvaise idée, mais en ce moment, on a d'autres chats à fouetter. La pandémie, c'est fini, oui, mais on a 2 ans de rattrapage à faire, puis c'est pas nécessairement la priorité. Le système parlementaire britannique, il nous amène généralement des gouvernements majoritaires et stables,
contrairement, disons, à l'Italie ou à Israël, où on est perpétuellement en coalition ou en minoritaire. Mais de l'autre côté, on a visiblement un Parlement qui n'est pas représentatif du scrutin général. Parce qu'il n'est pas fait pour du multipartisme à ce point-là. Il est vieux, notre système parlementaire britannique, on se le dire. Et au final, il est fait pour du bipartisme. Tu sais, dans le bon vieux temps, puis on ne remonte pas si loin que ça, c'était un ou c'était l'autre, puis il y avait un troisième parti qui se promenait un peu. Là, on est rendu à 5. À 5, on l'a vu dans les oppositions qui partageaient pas mal l'égal. Donc, oui, la question se pose, et puis moi, je suis de ceux qui trouvent ça intéressant. En passant, on serait majoritaire aujourd'hui avec le résultat d'hier. Si on avait eu la loi qu'on proposait, on serait encore majoritaire. Avec la répartition selon le nouveau mode de scrutin. Mais ceci dit, ça ne change rien au débat. Puis tu as raison, il revient à chaque élection. Et des fois, c'est plus pertinent que d'autres. Des fois, c'est plus agaçant que d'autres. Moi, je voulais 50 plus 1 dans mon comté parce que je voulais pas me faire dire « Ouais, mais il y a juste 33 du monde qui ont voté pour toi. » Bon, alors... Ça, vous l'avez. Moi, je l'ai. Ce serait le fun que le gouvernement l'ait. Mais écoute, changer le mode de scrutin, là, tu sais, Trudeau s'est cassé les dents dessus. Tout le monde en a parlé souvent. Personne ne l'a jamais fait. Mais là, vous passez d'un caucus de 76 à 90 députés, donc vous allez en avoir 14 de plus. Oui, je vais avoir beaucoup de nouveaux amis. Bon, on comprend que tout le monde ne sera pas ministre, là, puis votre premier ministre va avoir, disons, des choix déchirants à faire dans les prochains jours. Mais au-delà de ça, ça va être quoi le prochain mandat de la CAQ? Bon, vous avez toute la légitimité voulue d'avancer dans vos engagements. J'ai même appelé mon beau-frère à Québec ce matin pour lui demander si on était déjà en train de creuser le troisième lien. Non, on a creusé le forage pour voir qu'est-ce qu'il y avait en dessous. C'est ça. Mais c'est ça, donc, c'est quoi l'agenda de la CAQ? C'est quoi l'agenda de Louis Lemieux dans Saint-Jean là, pour les 4 prochaines années? Petite parenthèse parce que c'était dans ton préambule, puis je trouve ça très pertinent, sur le cabinet et sur la façon de gérer à 90. Et tantôt, tu parlais de... le PQ était populaire, sa campagne est bien allée, mais il n'y avait pas d'équipe, entre guillemets. Puis je ne vise pas personne, là. Mais l'équipe pour gouverner, on l'a. Tous les analystes l'ont dit. Malheureusement, dans les 4 partis d'opposition, il n'y en avait aucun qui était équipé pour former le gouvernement. Donc, je ne fais pas de politique, je constate comme tout le monde. Puis je constate aussi que c'est vrai qu'on a une grosse équipe, puis que là, on a encore une plus grosse équipe. Avec beaucoup de profondeur, si on était en train de parler de hockey. Et le défi de M. Legault, c'est d'abord de monter son cabinet. Ensuite, l'agenda, la feuille de route, appelle ça comme tu veux, la campagne, mine de rien, l'a bien évoqué. On a des enjeux particuliers en ce moment sur l'énergie, l'électrification des transports, l'atteinte de la cible de 37,5 de réduction des gaz à effet de serre. Ça ne se fera pas n'importe comment. On va utiliser à peu près toute l'électricité disponible, en plus de ce qu'on va être capable de monter en éolienne puis ce qu'on a en efficacité énergétique. Donc, au final, il y a des grands projets qui s'en viennent, des grandes discussions à avoir sur on veut quoi. Et moi, je trouve ça excitant parce que c'est fondamental dans la mesure où, puis tu te souviens, M. Legault l'avait évoqué dans les débats, vous ne serez pas capable de construire tout ce qu'il faut que vous construisiez. On n'a pas assez de monde pour le construire, puis on n'a pas assez d'électricité pour faire ce que vous voulez faire. Donc, on est à des carrefours intéressants avec des débats de société qui ne sont pas banals. Puis moi, je pense que c'est ça. C'est les gaz à effet de serre, les changements climatiques. C'est pas parce que le monde dit qu'on est des dinosaures qu'on ne comprend pas comment ça marche, là. Dans le comté. Oui, dans le comté. Pénurie de main-d'œuvre, logement abordable, pénurie de main-d'œuvre, tout est dans vice-versa. Oui. Tout est dans tout. OK. C'est quoi les actions maintenant, là? Mine de rien, le chantier main-d'œuvre que j'avais lancé, il a déjà commencé à porter des fruits. On avait identifié des problèmes particuliers en logement, on avait identifié des problèmes particuliers en garderie. Il y a des dizaines et des dizaines de places depuis le chantier main-d'œuvre, et ça commence à débouler, qui ont été créées en garderie en milieu familial. Parce que la loi a été adaptée, on est maintenant capable même d'avoir des garderies en milieu familial, en milieu de travail, en milieu communautaire. On est capable de solliciter des gens. Et le seul problème, c'est fou, Éric, là, c'était de le dire au monde, d'expliquer au monde, ça vous tente-tu de partir une garderie, là? C'est plus payant que c'était, c'est plus facile que c'était. Bon. Et ça marche ici. On avait un problème pendant la pandémie de fermeture de garderie en milieu familial. On a été capable de le relancer, puis le chantier, il va y avoir une suite. Là. On est en train de travailler sur une suite pour que ça fasse boule de neige. Mais si on cherche de la main-d'œuvre, encore faut-il que ces personnes-là puissent se loger. Bien oui, ça je comprends. Puis le logement, bien, on va être au rendez-vous avec l'argent. C'est les municipalités qui sont les moteurs là-dedans, parce que c'est eux qui ont les terrains.
je devrais dire, les municipalités qui ont les terrains. Bon, ici, les terrains, c'est pas... Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, pas de terrain, pas de logement, fait qu'on va trouver des terrains. Moi, j'en ai un, j'espère, qui est dans mes engagements, qui va nous permettre de faire un grand bout, c'est Georges Faneuf. Ouais. Parce que j'avais 2 engagements. Le cégep, ça va... L'agrandissement du cégep. Et Georges Faneuf. Alors, en sortant Georges Faneuf, en sortant les résidents puis les employés, puis en les emmenant ailleurs, bien là, on a un beau défi. Là. On a un terrain extraordinaire en plein milieu du vieux, littéralement. Ouais, à côté de la cathédrale. Il y a moyen de faire de quoi, là? Bon, moi, ma job, ça va être de trouver la façon de transférer ces terrains-là à ceux qui veulent faire quelque chose avec. Puis ceux qui veulent faire quelque chose avec, j'espère que ça va être des logements. La ville a aussi l'ancien terrain de la Hard Battery dans Saint-Edmond, Saint-Lucien. Oui, mais il y a déjà des gens qui disent on devrait garder ça vert, on devrait le revertir. Je pense pas que la ville veut garder ça vert. Non, je pense pas non plus, mais parce que les impératifs de logement commencent à pousser vraiment fort. Et comme tout est dans tout, ça donne quoi? Bon. Puis, tu sais, tu parles d'employés, de pénurie, rareté de main-d'œuvre, mais les immigrants, les nouveaux arrivants, c'est la même affaire, là. Je veux dire, on ne peut pas bien accueillir quelqu'un si on n'est pas capable de le loger. C'est ça. Bon, fait que tout est dans tout. La roue va se mettre à tourner très vite parce que l'argent va être au rendez-vous. Puis en attendant l'argent pour la construction, bien, on a des programmes de supplément au loyer qui sont disponibles ici. Tu vas me dire, ça prend des loyers, vous mettre des suppléments. Oui, mais ça veut dire qu'un logement abordable, avec un supplément de loyer, est capable d'aller se trouver un logement un peu plus cher, mais le gouvernement va subventionner en attendant. En fait, c'est l'équivalent d'un HLM, dans le fond. Quelqu'un peut s'en aller dans un appartement privé, mais payer ce qu'il paierait dans un HLM, le gouvernement fait la différence. Bon. Puis quand on dit que tout est dans tout, oui. Pour reprendre l'expression, on sait que la Ville a encore des petits terrains à développer à Saint-Luc. Elle a besoin d'une école primaire, d'une école secondaire, d'un centre de formation professionnelle. Tantôt, il y avait le cégep. Il y a Georges Faneuf. C'est beaucoup de choses en même temps dans le comté. Le plus important, en ce qui me concerne, à cause de la rareté de main-d'œuvre, ça va être le centre des métiers. Ça, il faut qu'on décolle ça. C'est une priorité. Mais c'est une publicité. Écoute, on est dans les 100 millions plus, là. C'est pas quelque chose que je vais être capable de sortir sur le coin d'une table avec un ministre. Ça, c'est prioritaire aux besoins d'écoles primaires et secondaires à Saint-Luc? Oui, parce que le primaire à Saint-Luc, il est déjà dans la machine. Là. Ça, j'allais dire, c'est pas cher, c'est pas fin de le dire comme ça, mais l'école primaire, c'est 6 millions. Là. Tu sais, un centre de formation, là, un centre de métier, c'est 100, puis là, on verra, là, parce qu'on a des appels d'offres, des fois, qui rentrent à 150 puis à 175 là. Alors, ça, c'est plus compliqué, c'est plus gros, mais... tout est dans tout. On a besoin de main-d'œuvre. Il faut la former. On veut qu'elle soit mieux formée pour avoir des meilleurs salaires. Bien là, vas-y, là, tu sais. Alors, toute cette roue-là, il faut qu'on la fasse fonctionner. C'est pas un engagement que j'ai pris, c'est une priorité que j'ai identifiée, puis je vais me promener d'un ministère à l'autre pour aller chercher ça. Fait que quand on va se revoir, genre à Noël, là, au mois de décembre... Non, je ne l'aurai pas à Noël, je te dis. Non, je sais, mais je veux dire... Et puis, on est rendu où? Oui, tu vas me dire ça. On va te savoir avant ça. Là, je vais te dire, bien, l'école primaire est sortie, ou est en train de sortir. Mais tu vois, la beauté du centre de métier, là, c'est qu'on va rentrer tout ce qui est pour adultes là-dedans. Alors, une fois qu'on rentre tout ce qui est pour adultes, ça libère la relance. Ça libère de la place là-bas et ça libère de la place à la polyvalente. Voilà. Fait que là, tout est dans tout. Hey, ils vont être tannés d'entendre ça, le monde. Hein? Une autre expression politique, c'est qu'il faut que les babines suivent les bottines. Les bottines suivent les babines. Ouais, c'est le cas d'ailleurs. J'aime mieux tout est dans tout. Ouais, mais c'est vraiment ça notre problème en ce moment. Puis c'est pas un problème, c'est une réalité à laquelle on est confronté. Mais pour le reste du compte, parce que c'est fini, là, tu me regardes avec des grands yeux, on s'en va, là? Ben oui, parce que là, je dois recevoir votre nouvelle collègue à Iberville, parce que Iberville est revenu dans le giron de la CAQ. Puis j'en ai une nouvelle à Huntingdon aussi qui remplaçait une caquiste, mais bon. Et puis on va faire un beau caucus au Richelieu, parce que tu vas nous entendre dire beaucoup « ensemble ». Puis tu vas nous entendre beaucoup parler au « nous ». Donc, ensemble, continuons. Dans le Richelieu. Oui, on va continuer. Mais elles arrivent, mais on continue avec elles. Vous le mieux, merci beaucoup. Félicitations. Ça m'a fait plaisir. Je reviens aux fêtes comme ça. C'est ça? Bon, oui, OK, bon. C'est bon. Au retour, Audrey Bogmans, nouvelle députée d'Iberville. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, Lisanne Richard. Championne du monde de plongeon de haut vol, un sport que tu aimerais pratiquer, Alex. Écoute, des cascades, c'est fou l'entrevue. Manquez pas ça. Il
Il y a quelques instants, on recevait le député réélu de Saint-Jean, Louis Lemieux, de la Coalition Avenir Québec. Et comme je le dis un peu à la blague tantôt, le comté d'Iberville revient dans le giron de la CAQ, quoi qu'il l'était il y a 4 ans. Mais la députée sortante, Claire Sanson, a fait un autre choix, celui du Parti conservateur, en fin de mandat. Et là, un peu à l'instar du comté de Saint-Jean, on a des chiffres semblables. Donc, la nouvelle députée élue du comté d'Iberville de la Coalition Avenir Québec, c'est Audrey Bogmans. Bonjour, bienvenue et félicitations. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Avec des chiffres un peu semblables à ceux de Saint-Jean, donc 53 du vote, majorité de près de 13 000 voix, deuxième position, le Parti québécois à 15, Québec solidaire 14, les conservateurs avec Anne Casabonne 11 et le Parti libéral à tout près de 6 avec Steve Trank. Tantôt, je posais la question à Louis Lemieux. Êtes-vous surpris, êtes-vous surprise d'avoir gagné? En fait, c'est qu'on a travaillé tellement fort. On n'a pas vraiment regardé les sondages pendant la campagne. On a fait ce qu'on avait à faire. On est allé, dans le fond, rencontrer les gens. Puis au-delà de ça, on est allé rencontrer les municipalités, les organismes pour connaître à fond nos dossiers, avoir énormément de contenu, se préparer pour les débats. Puis je pense que ça fait qu'on on s'enligne en fait vers un début de mandat fort parce que justement, on a fait nos devoirs en campagne électorale. Bon, en même temps, oui, les sondages étaient très, très favorables. Mais en même temps, quand on a une élection où on dit oui, les affaires, ils vont rentrer, ça vaut peut-être pas la peine d'aller voter, ils vont passer pareil. Là, ça devient un peu dangereux à la limite. Il faut que le vote sorte. Visiblement, le vote, il est bien sorti. Est-ce que ça crée quand même toujours pas une anxiété, mais une certaine fébrilité de dire est-ce que ça va vraiment sortir comme les sondages le disent? Bien, comme je vous dis, on s'est pas fié au sondage parce qu'on trouvait qu'on était dans un ère nouvelle en politique. C'était beaucoup de nouveaux partis. On avait des candidats de bonne qualité dans le comté. Fait que moi, j'ai jamais eu peur que les gens ne sortent pas voter. Au contraire, parce que c'était extrêmement intéressant d'avoir de la diversité comme ça dans Iberville. Je pense que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu comme ça une palette de candidats qui se respectaient en plus sur le terrain puis qui avaient justement beaucoup de dossiers puis de couleurs, là. Comment avez-vous vécu cette campagne-là, votre première? Comment avez-vous vécu cette soirée électorale qui était votre première? Humainement parlant, vous l'avez vécu comment? Je l'ai vécu comme étant accompagnée. Okay. Tu sais, je suis allée à la rencontre des gens, mais je le sentais peut-être plus comme une expérience solitaire, tu sais, étant une candidate. Tu sais, généralement, la face qu'on voit sur la pancarte, justement, c'est le candidat. Fait que je me suis dit, tu sais, c'est peut-être plus une mission personnelle, mais au contraire, on a eu un appui de la part du parti incroyable, mais au-delà de ça, tu sais, des voisins du comté puis nos bénévoles là, en or, à tous les jours, j'ai eu des accompagnements, des bénévoles différents avec chacun leur centre d'intérêt. Puis moi, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Puis je peux pas dire que j'ai trouvé la campagne difficile. On a une belle réception sur le terrain. Ouais. On fait des heures incroyables. Oui, on est fatigué, mais au-delà de ça, l'accompagnement là, puis la foi qu'ont les bénévoles en nous autres, là, pour moi, ça a tout changé. Le premier ministre l'a dit dans la dernière semaine, il l'a redit dans son discours en soirée lundi. Il disait « Je suis très, très, très fier d'amener beaucoup de femmes avec moi dans la CAQ. » Je pense que c'est 45 sur 90 ou à peu près. Si on inclut les autres partis, ça fait une députation d'à peu près 55 femmes sur 125, ce que le Parlement de Québec n'a jamais vu, n'a jamais vécu. Puis à chaque élection, c'était tout le temps un peu triste de dire « il y en a 20, 25, 30 ». Là, on vient de franchir vraiment un cap intéressant. Vous en faites partie, visiblement. Est-ce que ça, pour vous, ça change un peu la couleur de la politique, d'avoir plus de femmes au Parlement? Bien, je pense que l'objectif de la politique, c'est de représenter la population. Plus qu'on va avoir de diversité, plus la population va être gagnante au bout de la ligne. Il faut que tout le monde puisse avoir son compte et son mot à dire. Fait que je pense qu'en ce sens-là, avoir plus de femmes, définitivement, ça va améliorer... Bon. Vous êtes relativement une jeune femme du haut de vos 32 ans, mais en même temps avec beaucoup d'expérience. Président de la Chambre de commerce il y a quelques années. Vous êtes impliquée, évidemment, comme agricultrice. Souvent, l'agriculture, on l'a souvent associée il y a plusieurs années aux gars, aux hommes. Or, le nouveau visage de l'agriculture, c'est aussi des jeunes femmes comme vous de 32 ans. C'est un contexte extrêmement rural. Comment sentez-vous que vous devez un peu porter, pas ce fardeau-là, mais porter un peu cette nouvelle génération-là d'agriculteurs et d'agricultrices afin qu'ils soient bien représentés au Parlement? Bien, je pense que c'est naturel. Je l'ai dit souvent dans la campagne, être agricultrice, ça fait partie de qui je suis, un peu comme on ne peut pas détacher la mère de la personne. Là. Donc, pour moi, l'agriculture, ça fait partie de mes valeurs, de ma façon même de voir les choses. C'est sûr que c'est pas loin. Est-ce qu'on peut faire plus pour la relève? Définitivement, clairement. Mais je pense que la relève entrepreneuriale en fait partie aussi. Aussi, au sens large. Mais la relève agricole, c'est souvent un sujet qu'on a traité ici, soit avec les gens de l'UPA
ou même des jeunes agriculteurs que j'ai reçus ici même en studio, pour qui le transfert des terres des parents à eux, pas toujours facile, c'est devenu des grosses entreprises, c'est des gros sous. Il faut être diplômé aujourd'hui si on veut aller à la banque pour avoir un peu de financement. Oui. Mais en même temps, il y a une préoccupation comme société que nos terres restent nos terres. Définitivement. Mais nous autres, on est vraiment pour la protection du territoire agricole. Ouais. Puis M. Lamontagne s'est fait une fierté aussi de même d'améliorer tout ce qui touchait au décret pour s'assurer qu'il y avait tout le temps des mesures en place pour valoriser l'agriculture au maximum. Au niveau de la relève, bien, il y a plusieurs plans. C'est sûr que ce qu'on veut, c'est... On veut faire des relèves faciliter, dans le fond, les relèves apparentées, mais au-delà de ça aussi, faciliter ceux qui ne sont pas apparentés, puis les démarrages de nouvelles fermes, mais aussi ceux qui décident de prendre leur retraite, puis ou les fils, les filles ne veulent pas prendre la relève, que quand il y a des gens qui lèvent la main avec des initiatives comme l'Artère, bien, ça soit possible. Ouais. Donc, il y a vraiment une panoplie d'outils qu'on a déjà sur la table. Puis je pense que c'est de continuer dans la même voie. Là, avec le MAPAC, on a aidé 700 entreprises pendant le mandat. Précédemment, dans les 4 ans précédents, c'était 125 entreprises qui ont été aidées. Donc, définitivement, on veut continuer de faire plus. Bon, il y a un sondage qui est revenu à l'avant-plan durant la campagne, et tant mieux. Moi, j'en ai entendu parler ici depuis plusieurs années. Le problème de l'eau potable, en général, dans le sud du comté, surtout Clarenceville, mais même ça limite le développement à Venise, puis dans d'autres municipalités aussi aux alentours. Bon, c'est pas un problème qui est simple. Là, vous êtes la nouvelle députée. Évidemment, vous ne connaissez pas tous les aléas du dossier, mais en même temps, vous allez devoir le porter pour qu'ultimement, on ait des infrastructures de qualité dans le sud du comté. De quelle façon vous voulez prendre un peu ce dossier-là de front pour l'amener à Québec? Bien, en fait, au niveau des aqueducs, en effet, il y a Clarenceville, mais il y a aussi des enjeux du côté nord-est là, du comté, définitivement au niveau des aqueducs. Puis au niveau de Venise, bien, c'est particulièrement l'épuration des eaux, là, finalement. Là. Donc, c'est vraiment la station d'épuration qui est en surcapacité, puis il faut y remédier. Donc, il y a 2 problèmes. C'est la même chose au niveau d'Henryville. Donc, on est conscient des dossiers, puis nous autres, c'est de faire un maximum de représentation. Puis c'est pour ça qu'on a suivi déjà on a rencontré les municipalités, on est au courant des enjeux, puis là, maintenant qu'on rentre en poste, bien, ça va être de se rencontrer encore, puis d'être là à chaque jalon, puis à chaque suivi, pour être certain d'accompagner attentivement, puis que les projets arrivent. Bon, le comté d'Iberville, c'est 14 municipalités? C'est 16. C'est 16, pardon. 16 municipalités. Mais évidemment, il y a la portion Saint-Jean, mais qui est la portion Iberville-Saint-Athanase. Le reste, évidemment, c'est beaucoup du rural, allant de Marieville jusqu'en bas, évidemment, jusque dans le sud du comté. En rencontrant les maires et mairesses du comté d'Iberville, qu'est-ce que vous avez appris de cette tournée-là? Que oui, ça peut être... c'est un grand territoire, en fait. C'est plus que 1000 km. Ouais. Et puis, au travers les 2 MRC, généralement, on gère nos choses à l'intérieur de la MRC. Bien, il y a justement beaucoup de dossiers en commun. Puis beaucoup de projets. Bien, je pense entre autres au projet Axel du côté de Rouville, où la mobilité au sein de la MRC, dans le fond, c'est de relier avec les petits centres urbains comme Saint-Jean, comme Chambly, comme Granby, au lieu de toujours aller vers le grand centre qui est Montréal. C'est un projet pilote. Là, il y a un véhicule. Je trouve ça fantastique. Puis je sais que le Haut-Richelieu regarde ces initiatives-là. Donc, moi, je pense que mon rôle, un petit peu comme à la Chambre de commerce, bien, c'est d'être un facilitateur pour le transfert d'informations, puis vraiment d'être là pour accompagner. Bon, parce qu'effectivement, il y a le territoire MRC au Richelieu, en fait, une partie, MRC Rouville. On a déjà reçu le préfet, M. Paquin, ici en entrevue, qui vivent des réalités extrêmement différentes de ce que nous, on vit ici en ville. Oui. Tu sais, des fois, on est des urbains, nous, en tout cas moi, puis des fois, on vit pas en campagne. On ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas c'est quoi les problèmes que les gens vivent. Bien, je pense que c'est ça la force, en fait, d'être allé chercher une agricultrice pour la CAQ ici dans le comté. C'était qu'au niveau de la ruralité, je le comprends, j'ai toujours habité à Saint-Sébastien. On est bien au courant là, de c'est quoi nos enjeux, puis le fonctionnement municipal aussi. Autant où quelqu'un me parle de ses problèmes avec son puits, puis son champ d'épuration, puis sa fosse septique, c'est pas des réalités qu'on vit en ville. Puis pourtant, pour quelqu'un qui a une propriété dans la ruralité, c'est des gros problèmes, là, c'est des gros enjeux. Là. Oui, c'est sérieux. Puis au-delà de ça, même, bien, on parlait entre autres du fond bleu lors du débat, bien, on parle de qualité de l'eau, puis des rivières, donc le lac Champlain, la rivière Richelieu, la rivière Yamaska. Bien, la gestion de ces infrastructures-là septiques, ça revient aux citoyens, mais comment est-ce que le gouvernement peut aider dans le développement de ça, puis le déploiement, puis l'accompagnement? Bien, encore là, on est là. Bon, évidemment, un peu partout, il y a des enjeux de pénurie de main-d'œuvre, des enjeux de logement abordable. Ce qui va avec ça aussi un peu des enjeux de place en garderie, entre autres des municipalités où il n'y en a même pas. Donc ça aussi, c'est une autre priorité que vous allez devoir, disons, porter.
Bien, c'est tout naturel. Ça fait partie des priorités. En fait, quand on se lançait en politique, quand je suis venue ici au départ, j'avais annoncé comme étant dans mes priorités. Là, je pense que c'est la base. Puis c'était... Quand la CAQ m'avait approché, il m'avait dit c'est quoi vos priorités, je les avais nommées. On dit ben c'est parfait, Audrey. Nous autres, on est en plein là-dessus pour Iberville. Donc, je pense que c'est normal là, qu'on avance ces dossiers-là. Puis ça va se faire. Je m'y attaque. Là. J'avais posé la question au début septembre quand on s'était vu. Je la repose aujourd'hui parce que là, c'est réel. Vous êtes maintenant la nouvelle députée. Il va y avoir des formations, vous allez être assermentée, beaucoup d'allers-retours avec Québec. Vous êtes quand même une jeune maman. Les enfants ont quel âge? J'ai des jumeaux de 8 ans et une petite de 3 ans. Bon, 3 enfants, une entreprise, mais bon, monsieur va s'en occuper ou... Oui, on est en train de restructurer le tout. C'est là. ça, parce que, on est député à temps plein. Non, mais il faut y penser. Oui. Ah, mais ça a été pensé bien avant qu'on rentre dans la course. Mais là, maintenant que c'est réel, comment vous le voyez, là? La conciliation, travail, famille, l'entreprise, les enfants... C'est super, en fait, parce qu'ils sont impliqués. Mais en fait, la campagne électorale, j'aurais pensé m'ennuyer plus des enfants, mais au contraire, ils ont participé énormément. Ils m'ont aidé à partir des dépliants, m'ont accompagné dans plein d'événements. Puis pour eux, c'était un carnaval interminable. Là, comment ils voient ça de leurs yeux d'enfants, de dire « Hey, maman, c'est la députée. » Bien, en fait, ils n'ont pas encore toutes les subtilités, mais comment on leur a expliqué ça, c'est que c'était une course. OK. Qu'on allait à la rencontre, il fallait rencontrer énormément de gens pour que les gens comprennent c'était quoi nos valeurs, puis les gens, après ça, votaient pour les valeurs de la personne. Donc, c'est comme ça qu'on y est allé. Donc, puis, il me rappelait toujours, je disais, oui, mais là, pour faire, par exemple, ce soir, je peux pas, mais tu te souviens, il faut que je gagne ma course. Puis, il me ramenait toujours à dire, oui, mais maman, l'important, c'est de participer. Tu nous le dis tout le temps. Pas de gagner, c'est de participer. Et voilà. Donc, ils nous le ramènent, ils comprennent que ça nous est cher, puis ils comprennent aussi l'importance. Puis c'est ce que je trouve intéressant de le faire en famille, parce que je pense que ça va leur implanter justement des valeurs. Puis aujourd'hui, le monde est très numérique. D'amener les enfants à aller à la rencontre de l'autre, ne serait-ce que de comment se présenter, comment poser les questions qui t'intéressent, la bonne manière, bien, je pense que ça les a stimulés beaucoup. Audrey Bogmans, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Reste avec nous. On va revenir après ceci. En prévision du férié de lundi, la journée de l'Action de grâce, donc il n'y a aucun changement aux collectes des ordures, compostage, recyclage, mais les écocentres, eux, seront quand même fermés lundi prochain. À demain. Bye-bye.